Dans le chat, peut-être. Alors, Je est-ce sais que pas, dans je le ne le vois chat, je peux pas. avoir un retour pour savoir si on entend absolument tout le monde et si tout est bon de votre côté aussi? En tout cas, je vous entends parfaitement et vous avez l'air de vous entendre aussi parfaitement, donc tout va bien. Oui, Est-ce tout que va vous bien. vous étiez déjà rencontrés tous les deux? Ben non, Eh jamais. non, c'est la première fois. Oui, oui. Alors que On bon, on se a connaît de travaillé réputation. Hein, voilà, oui, on ouais. s'est croisés dans des événements, mais on ne s'est jamais parlé, en fait. Oui, oui. En fait, on a travaillé c'est vraiment, on a commencé à la même époque à peu près, je pense. Moi, Dans les Et années tu as 80? commencé, tu as commencé avant moi. Je pense que tu t'as codé, tu es entré dans le jeu vidéo au début des ouais, années 80 et moi je suis arrivée après, en 87, ok. 86, 87. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, il y avait, bah, c'était l'émergence de la micro-informatique, les développeurs, les éditeurs, et il y avait donc il y a plusieurs éditeurs à l'époque, et j'ai Oui, l'impression qu'il y avait enfin, il y avait pas trop de circulation entre les auteurs, peut-être. Toi, non, tu c'est pourras vrai. me le dire. Et C'est vrai, on se connaissait pas. Ce qui faisait le pont, je pense, entre nous, c'est la presse. Tous mhm, les articles qui sortaient dans les différents journaux. Et puis les interviews aussi. On avait des interviews sur certaines chaînes. Et mhm. on se connaissait comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je te connaissais comme ça. Et c'est vrai que les auteurs, nous, on se rencontrait pas trop. Mais on savait Parce que qu'un peut-être juste pour faire tel un... jeu avait eu tel prix, etc. On savait ça. On Ouais. savait ce genre de choses. Oui, parce que vous vous connaissiez dans le milieu, mais vous ne vous croisiez pas Mm, physiquement. Mais peut-être juste Non. pour mm. faire un point, pour vous qui Oui, êtes dans le chat, tous les deux, en tout cas pour vous relier à mon histoire, tous les deux, vous avez créé des jeux qui ont bercé mon enfance. Pour toi, ça a été Adibou, plus que Adi, puisque Adi, j'étais encore un peu jeune pour Adi. Et pour toi, Eric, c'était Heart of Darkness, qui, pareil, a bercé toute la fin de mon enfance, début adolescence. Et vous avez tous les deux participé au paysage vidéoludique depuis presque 30 ans, même plus de 30 ans du coup, Plus, maintenant. plus de 30 ans. Ouais. Vous avez vous avez donc un très long parcours dans le monde du jeu vidéo au moment du début du monde du jeu des vidéos et aujourd'hui vous y êtes encore, donc ça va être parfait pour pouvoir parler de l'évolution du monde du jeu vidéo, de comment on y rentrait à l'époque, de qu'est-ce qui a changé depuis vos débuts à aujourd'hui. Vous avez deux parcours complètement différents et c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de creuser avec vous, puisque toi Muriel, tu as eu une multitude de vies avant d'en arriver aux jeux vidéo, alors que toi Eric, tu as commencé directement à coder pour toi-même depuis ouais, tes 17 ans. direct. Donc du coup, c'est ça, direct. Donc j'ai vraiment hâte de creuser ça avec vous et de voir vos parcours à tous les deux. On peut peut-être commencer avec toi, Muriel, parce que toi, le jeu vidéo, c'est pas du tout ce que tu vises au début, puisque ton premier Non. métier, c'est dans l'armement. En fait, j'ai eu un diplôme d'ingénieur pour commencer. Un diplôme dans une grande école généraliste qui s'est tournée vers le numérique depuis, mais où j'ai appris l'électronique d'ailleurs. Ça s'appelait l'Institut supérieur d'électronique de Paris, l'ISEP. Donc, avec mon diplôme en poche, c'était l'époque du plein emploi. Il y avait, comment dire, pléthore de propositions et j'ai choisi la boîte qui se trouvait la plus proche de chez moi, pour tout dire. Et c'est ainsi que je suis rentrée à l'aérospatiale dans un département qui s'occupait de contrôle de missiles. Et il y avait un tout petit département à côté, à l'intérieur de ce département, enfin un petit service, disons, qui s'occupait des drones militaires, parce que pour tirer les missiles, pour les Mhm. entraîner et tout, on tirait des drones. Alors, à l'époque, on n'appelait pas ça tellement drone, on appelait ça avion télécommandé depuis le sol, et qui était tiré donc pour faire des mesures et des contre-mesures autour des avions qui tiraient les missiles. Voilà. Donc, j'ai commencé par contrôler, parce que j'étais programmeuse. Je dis j'étais parce qu'il y a très longtemps que je ne programme plus. Comment dire, je participais à l'élaboration des programmes de contrôle de ces missiles, de ces Mhm. drones avant tir. Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. C'était tout à fait sérieux. Ça n'avait rien à voir avec le jeu vidéo. Mais justement, c'est sûrement ce qui m'a contraint à donner ma démission. J'ai osé parce que je me voyais enfermée dans un domaine qui ne me plaisait pas tellement que ça parce que c'était des armes, donc des systèmes d'armes qui tuaient. C'était à Oui, l'époque de la comme on guerre nous dit dans le chat, on des est très Malouines. loin d'Adibou. Voilà, peut-être très loin. Et j'ai eu envie de changer en fait d'air, de changer de domaine et je me suis formée au marketing. J'ai donné ma démission et je suis partie me former. Et puis c'est à la faveur donc de mon stage de marketing, le stage qu'on fait toujours après une formation, que j'ai rencontré Cocktail Vision parce que je parlais jeux vidéo déjà autour de moi et on m'a dit bah, tu devrais aller voir cette petite boîte Cocktail Vision
commencent à éditer des jeux éducatifs. Et voilà, je suis allée les trouver. Bon, j'ai proposé mon sujet de marketing, ou plutôt c'est eux qui m'ont demandé de faire une étude de marketing pour eux, qui m'a permis d'ailleurs de découvrir à la fois les palettes graphiques qui servaient à dessiner, et puis le milieu des agences de publicité. Voilà. Donc, forte de cette connaissance-là, enfin, j'ai un peu, je me suis mise à fréquenter le studio et j'ai vu ce que c'était ce bouillonnement de créativité, des programmeurs, des graphistes, tout ce monde-là qui travaillait ensemble sur des jeux éducatifs. C'était la Renaissance, et puis aussi des adaptations des romans de la littérature, Le Milieu sur les mers, etc. Et j'ai dit à l'éditeur, ça me plaît cette ambiance-là, et j'ai des idées de scénario, j'ai envie de programmer un scénario. Est-ce que ça te dirait? Et oui, de quoi tu veux parler? Eh bien, je parle de mon histoire, l'histoire des Antilles, c'est celle que je connais le mieux. Il m'a dit, ok, banco, vas-y, je te prête un ordinateur. Alors il m'a planqué là au grenier. Tu programmes avec le système auteur que nous avons développé pour programmer plus vite, des systèmes de macro-instruction. Donc c'est plus loin de la machine, mais plus rapide à programmer. Et puis voilà, tu programmes toute seule, et puis quand ça sortira, ça sortira. Puis voilà. C'est ainsi que j'ai fait ça. Je dormais à côté de l'ordinateur. Juste, t'es arrivé en disant bonjour, j'ai une idée, et on t'a dit voilà le PC, voici le grenier, tu peux dormir à côté du PC, tu nous appelles quand le jeu est fini. Exactement. Mais de temps en temps, je descendais voir les gars et les filles. Enfin, c'était surtout des gars. D'ailleurs, pour discuter pour regarder ce qu'ils faisaient par-dessus leur épaule et tout ça. Et j'étais de plus en plus enthousiaste à l'idée de rejoindre cette équipe-là. Voilà comment ça a démarré. Et c'est ainsi que j'ai programmé mon premier jeu, Megiddo. Ton premier jeu, ouais. Et toi, Eric, comment est-ce que tu tombes dans le jeu vidéo? Parce que tu commences très jeune et tu édites ton premier jeu très jeune, en fait, aussi, avant même tes 18 ans. Ah oui. Mon premier jeu a été édité, j'avais 15 ans et demi. Et du coup, comment est-ce qu'on édite un jeu à 15 ans? Alors, bon. Parce qu'aujourd'hui, ça paraît impensable, en fait. Ouais, c'est vrai que ça paraît fou. Enfin, aujourd'hui, un ado passionné c'est pas totalement impossible parce que finalement, une plateforme comme Steam est relativement accessible. En se faisant accompagner, ça serait possible. Mais ouais, à l'époque, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, déjà, j'avais envie de créer des jeux, ça c'est clair. Depuis, ça faisait, depuis l'âge de 12, 13 ans, j'étais fou de jeux vidéo, C'est ce que tu voulais faire, d'arcade. Mais je savais pas trop comment m'y prendre. Et c'est marrant parce que Muriel, tu parlais d'électronique, mais je voulais m'orienter vers l'électronique en pensant que c'était ça qu'il fallait faire pour créer des jeux. Et il y a donc un ami de mes parents qui s'appelle Alain Blanquet, qui m'a mis le pied à l'étrier. Il m'a apporté une calculatrice de poche qu'on pouvait programmer en BASIC. Enfin, c'était un micro-ordinateur portable tout petit. Je me souviens, oui. Et un Sharp. Et voilà, c'est lui qui m'a enseigné les premières lignes de code. Et c'est lui aussi qui m'a présenté l'Auric. C'était un micro-ordinateur qu'on pouvait brancher sur sa télé et qu'on pouvait programmer. Et c'est là-dessus que j'ai créé mes premiers jeux vidéo. Tes premiers jeux? Et ouais. Et le truc, c'est que Alain, il était en contact avec la société distributrice de l'Auric, et il travaillait chez Assimil, la société Assimil. Donc il écrivait des programmes éducatifs, mais dans le domaine linguistique. Donc il était familier du milieu de l'édition, et il m'a dit, mais pourquoi, tu sais... Donc j'avais créé ces jeux-là, il m'a dit, mais tu sais, tu pourrais peut-être les éditer, ils seront peut-être intéressés chez l'importateur, distributeur de l'Auric en France. Donc je suis allé les voir, ouais, ok, on est intéressé, bon, et c'est comme ça que j'ai été payé en matériel pour mes 2 premiers jeux, dont je n'ai pas d'exemplaires originaux d'ailleurs, ça a été vraiment un tout petit tirage, mais voilà, c'était le point de départ. Et ensuite, voilà, donc je suivais mes études et le soir, et puis bon, l'été, les week-ends,
je codais, et puis voilà, chaque année, j'avais un nouveau jeu à proposer aux éditeurs. Donc j'allais voir, alors j'avais décidé de monter en gamme, parce que bon, l'importateur d'Orix, c'était bien, et j'avais décidé d'aller voir Loriciel, donc que tu Le niveau connais, YouTube. Muriel. Ouais, Oui. mais le premier jeu que j'ai présenté à Loriciel, on me l'a refusé parce que je suis arrivé le jour de la sortie de l'Aigle d'Or, qui était un super jeu, enfin, à l'époque, c'était un tournant dans le jeu vidéo en France. Il y avait un avant et un après. Moi, pas de bol, je l'ai créé avant, du coup, on m'a dit, bah non, maintenant, il faut faire aussi bien que ça. Et donc, je me rappelle, j'étais sur le quai du métro en me disant, oh là là. Donc, j'ai trouvé un autre éditeur plus petit. Mais voilà, en fait, c'était ça. Il y a le côté, ah, je vais voir un éditeur, est-ce qu'il va me le prendre? Oui, et puis, ah, tu signes le contrat, et tu touches des droits d'auteur dessus. Donc, donc c'est vachement stimulant. Et j'ai continué comme ça. Puis un jour, j'ai décidé d'arrêter mes études en première parce que je me rendais compte que ben, si je créais 2, 3 jeux par an, je pourrais en vivre correctement. Voilà. 2, 3 jeux D'accord. par an. 2, 3 jeux par Chose an. que je Pas n'ai. mal. Ouais, mais les jeux de l'époque, c'était quand même, c'était plus simple. Hein. Je vais pas dire que c'était des jeux de game jam, mais c'était, voilà, en 4, 5, 6 mois, c'était un temps de développement normal pour un jeu. Enfin, Muriel, je sais pas Je ce sais qu'au que. début, au début, on pouvait créer un jeu à 2 ou à 3 personnes. D'ailleurs, moi, je sais rien faire de mes 10 doigts, c'est ce que je dis toujours. Je ne sais pas dessiner. Et j'avais toujours besoin d'avoir un graphiste avec moi. Donc, au minimum, on était deux à faire un jeu. Et puis, aujourd'hui, ce serait plus difficile, je crois, hein, de faire un jeu à deux ou à trois. C'est Oui, toute une équipe maintenant. ouais, ouais, c'est vrai, la plupart du temps, c'est ça. Mais il y a encore des auteurs qui travaillent seuls. Il y a encore des gens tout Ah oui. seuls, oui. Par exemple, Ouais, Stardew ouais, Valley, ouais. il a fait le jeu intégralement tout seul. Et c'est une super jolie réussite. Alors, j'admire ça. Qu'est-ce qu'est-ce Malheureusement, qu'on je pourrais éprouve jamais. quand on sort un jeu? Genre, toi, Muriel, quand tu sors ton premier jeu, et toi, Eric, quand le premier jeu est fini. Il est là, il est prêt, c'est parti. Ah ben, j'ai retrouvé la même sensation lorsque j'ai édité mon premier roman, beaucoup plus tard. C'est mon Dieu, est-ce que ça va plaire et comment ça va plaire et j'aimerais bien discuter avec les joueurs. Donc voilà, ça c'était ça la première impression. Je sais pas pour toi, Eric. Oui. Bah oui, c'est vrai. Bon, en fait, déjà, bon, il y a la finalisation. On a envie toujours de chiader les choses dans le jeu, améliorer. Est-ce qu'il reste pas un bug? Est-ce que ça va bien tourner sur toutes les machines de l'époque? C'est vrai, ça tourne sur ma machine, mais est-ce qu'il va pas y avoir des problèmes d'incompatibilité ailleurs? Et puis après, effectivement, il y a cette question, mais est-ce que les joueurs vont aimer le jeu? Est-ce qu'ils vont le comprendre? Et, euh, et puis il y a ce côté, en fait, le truc qui est super trippant, c'est de se dire, waouh, c'est quand ça arrive dans un magasin. Et là, tu vas voir ton Ah jeu oui. dans le Quand magasin. tu vas voir sur les étagères. Ah oui, ça c'est très Ah, vous êtes joli. allé regarder Mais c'est vos boîtes dans les étagères en disant c'est moi qui l'ai ah fait? oui, Non, non, ouais, non, non, je me exactement. vantais pas, mais, Non, j'ai mais pas dit voilà. c'est moi qui l'ai fait, mais je suis allée voir, c'est sûr. Mais il y avait une étape chez Cocktail Vision, c'est que on avait donc des distributeurs et il fallait vendre entre guillemets le jeu aux revendeurs d'abord, D'accord. qui devaient les vendre dans les magasins. Donc il y Hmm. avait une étape de briefing, de marketing finalement, où on expliquait aux joueurs ce que c'était que le jeu, les points forts, les points faibles, etc. Et eux, après, chargés de tous ces arguments, ils devaient aller les placer dans les magasins. Donc, je ne sais pas si tu as connu cette étape-là qui était. Alors, En fait, comme je suis auteur, donc c'est ah l'éditeur oui, qui s'occupait de ça. Du coup, j'ai pas vu ouais, ouais. cette facette-là du circuit. Eh bien, moi, j'étais chez l'éditeur, donc j'ai vu tout. D'ailleurs, très vite, il m'a donné le rôle de chef de projet, c'est-à-dire que je n'ai pas seulement produit mes propres jeux et créé mes propres jeux, mais j'ai aussi développé les jeux d'autres auteurs à D'autres côté. collègues. Donc, du Hmm. coup, d'autres collègues. Donc, du coup, j'ai très très vite cessé de programmer
Parce que l'activité de chef de projet, on dirait, oui, j'ai chef de projet finalement, me plaisait beaucoup plus parce que ça me permet de travailler avec tous les métiers. Je travaillais avec tous ceux qui collaboraient au jeu, donc des graphistes, mais aussi des ingénieurs du son, des testeurs, etc. Et puis tout cet aspect marketing finalement. Et puis il fallait rédiger des manuels. À l'époque, il y avait des manuels dans les boîtes, donc il fallait écrire comment jouer. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin. C'est intuitif pratiquement tout le temps. On n'a pas besoin de. Et puis il y a les let's play qui se dépêchent de mettre en ligne les joueurs. Enfin, voilà. Donc ce contact avec tous les métiers, moi, je l'ai vécu. Par contre. Du coup, vous dites tous les deux, la première chose que vous dites en fait sur le ressenti, c'est qu'est-ce que vont en penser les joueurs. Aujourd'hui, on est quand même dans une période où c'est super connecté. C'est-à-dire que tout de suite, un jeu, si ça marche pas, on le sait partout sur les réseaux sociaux. Il y a des notes sur tous les sites internet. On voit les retours du nombre de streamers qui streament son jeu, etc. Donc tout de suite, on sait, il y a un retour palpable de est-ce que mon jeu plaît, est-ce que mon jeu commence à tourner ou pas. Vous, à l'époque, puisque vous avez quand même tous les deux créé des jeux qui ont été des véritables raz-de-marée, puisque, enfin, pour toi, Muriel, par exemple, Adibou, je pense qu'il y en a eu un dans toutes les familles, au moins. Et toi, Eric, tu as quand même un jeu qui est au musée, littéralement au musée. Donc, c'est pas rien. Genre, Another World est quand même littéralement au musée. Est-ce que, au moment où ces jeux sortent, vous réalisez l'ampleur qu'ils prennent, en fait? Alors non, pas immédiatement, ça c'est sûr. Après, il y a des indicateurs, c'est-à-dire que donc Another World est sorti en 91 et c'était la communication des jeux commençait à se structurer. Il y avait le système des previews dans les magazines. Donc Delphine Software avait organisé des rendez-vous en amont de la sortie pour que les journalistes puissent commencer à tester le jeu en avant-première. Et donc ils écrivaient des articles. Et déjà, ces articles donnaient le ton sur est-ce que le jeu est remarqué et parce que les joueurs lisaient énormément les magazines à l'époque. C'était vraiment le vecteur principal de communication entre les acheteurs et l'éditeur. C'était notre seule source à son d'information. Enfin, s'il y avait les magazines pour savoir quoi acheter et les notes, et la deuxième source d'achat, c'était la pochette des jeux vidéo, où je pense que tous les joueurs de ma génération se sont fait avoir un nombre de fois incalculable par des pochettes qui reflètent absolument pas ce qu'il y avait dans le jeu après. Mais donc du coup, c'est pour ça que la presse était extrêmement importante. Et oui, on dévorait la presse jeux vidéo avidement pour avoir les retours des journalistes. Voilà. Et après le succès, pardon, Muriel. Vas-y. Et après le succès, ouais, autant il peut y avoir des bons indicateurs, autant le succès, ça se déroule sur c'est vrai que les 2 premiers mois étaient très représentatifs du succès d'un jeu, et même avant, parce qu'il y avait des précommandes, comme tu disais, Muriel, finalement, les grossistes et les magasins faisaient des précommandes sur les jeux, donc la mise en place dans les magasins était importante. Et voilà, mais ouais, c'est clair que j'aurais jamais imaginé que Another World ait une vie aussi longue, soit sorti sur autant de plateformes aussi. C'est juste assez incroyable. Ouais, c'est sûr que le premier contact avec le public, c'était au travers des journalistes qui étaient souvent très, très complaisants. C'est un peu normal, ils n'avaient pas tué le produit avant qu'il naisse. Oui, c'était assez ouvert et positif, voilà. Ils n'allaient pas descendre en flamme un jeu. Enfin, je sais pas si tu as connu ça, Eric, mais s'il n'aimait pas, il préférait ne pas faire un article ou alors très court. Mais ils descendaient pas les jeux. Enfin, ils étaient assez quand même ouverts. Et puis, je voulais juste rectifier une chose. C'est vrai qu'on m'attribue, je trouve trop facilement tout le mérite d'Adibou, alors que c'est un travail d'équipe. Et j'ai eu une production avant Adibou dont on parle moins parce qu'on la connaît moins. Mais par exemple, mon premier jeu, Mes Willow, est suivi de mes 2 premiers jeux, Mes Willow et Freedom. Ils ont eu aussi leur petit succès, pas autant que Another World,
je peux dire. Mais ils ont été surtout prisés en Allemagne, parce qu'ils étaient D'accord. traduits avec la télévision en anglais, en allemand, en espagnol et même en italien par la suite. Donc, ces deux jeux, ils ont eu un parcours assez édifiant dans les pays de l'Est, d'ailleurs. On en parle encore aujourd'hui. Des gens des Polonais, des Tchèques, qui ont connu ces jeux et puis il y a aussi les journalistes qui font encore des articles sur les rétro games et tout ça. Donc, En plus, mais avant, surtout que les oui, thématiques abordées, elles étaient vraiment très différentes de ce qu'on oui, pouvait voir. Oui, parce que c'est vrai. C'est Freedom, assez ton premier jeu, remarquable. du coup, tu te lances, c'est un jeu sur un fantôme qui raconte l'histoire de l'esclavage. Et enfin, c'est quand même, enfin, Non, pas c'est tout pas à léger fait, pas comme tout à fait. sujet. Pas tout à fait. Je crois que tu mélanges les deux. Mais Willow, c'était un fantôme, effectivement, une histoire de fantôme qui hantait une habitation créole. Et c'était le prétexte pour moi d'écrire cette société créole Mhm. d'après l'esclavage, donc après l'abolition, donc en 1900. Et dans cette ville qui a été détruite par le volcan Saint-Pierre. Donc une ville qui était très 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 animée, très riche sur le plan économique, politique. C'était la perle des Antilles. Voilà, et qui a été détruite en même pas quelques minutes, le 8 mai Mm. 1902. D'ailleurs, on vient de fêter là, encore tous les 8 mai, et même tout le mois de mai, la ville de Saint-Pierre est animée d'activités, etc. Et ça, c'était le premier jeu. Et le deuxième, Freedom, là, c'était effectivement un esclave. Là, j'ai remonté un petit peu plus dans le passé, qui devait s'échapper d'une plantation en une nuit. Voilà. Donc ça c'était plutôt un wargame, on va dire. Jeu de stratégie mélangé à du jeu de rôle parce qu'il y avait des facteurs d'agilité, de choses comme ça à manier. Il fallait faire attention au bruit parce qu'on devait rallier d'autres esclaves et plus on était nombreux, plus le bruit augmentait et plus on déclenchait les hostilités. Voilà. Donc voilà, ces deux jeux c'était sur deux thématiques différentes. Comment est-ce qu'on Et choisit une histoire à effectivement, raconter, justement? très heureux. Ah oui, alors ça, je suppose que c'est le même processus de création pour toi, Eric. On a des histoires comme ça dans la tête, j'en ai toujours puisque je continue à écrire et même à écrire des romans, des contes, etc. Des histoires dans la tête, c'est qu'on a envie de raconter. Alors moi, ça me vient de ma culture tout simplement et comme j'étais loin parce que quand je suis partie faire mes études en France, j'étais loin donc de chez moi, 8000 kilomètres. Donc ça me manquait certainement. Donc j'avais envie de me rapprocher par l'histoire, par la culture. C'est sûrement ce qui a fait que j'ai mes premiers jeux tournés autour de ça. Mais il y en a eu d'autres qui n'étaient pas. Quoique je retournais toujours un petit peu vers ces régions-là en tout cas. Même avec Fascination, Lost in Time, c'est un petit peu le sujet. Il n'y a que Geisha qui était un petit peu plus à l'est, on va dire. Voilà. Donc, et pour en revenir à Adibou, avant Adibou, il y a eu la Bosse des maths, qui a été le premier jeu de Mhm. télévision qui mettait les programmes scolaires comment dire, de façon ludique, qui traitait les mathématiques de façon ludique. Ça, c'est parce que j'avais détecté que les maths étaient un frein, surtout pour les jeunes filles, au choix de carrières scientifiques et techniques. Donc, je me dis, les maths, c'est sacré, on va désacraliser un petit peu tout ça, on va faire du jeu autour. Et c'est comme ça que la bosse des maths pour le collège est née. Et ensuite, lorsque mon éditeur a vu cet engouement, cette passion pour le jeu éducatif ludique, Éducatif? il s'est dit, voilà, il y a de la place là pour un concept fort. Donc, on va y réfléchir, on va vraiment se mettre autour d'une table avec des ergonomes, des pédagogues, et on va chercher à construire un concept qui va marcher. Et c'est là que ADI est né. A dit. ADI pour accompagnement didacticiel intelligent. ADI. Et c'est aussi le nom du personnage, petit extraterrestre, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ça a été le Mhm. premier avec sa chambre. Il y a eu plusieurs ADI, il y a ADI 1, ADI 2, ADI 3, ADI 4 qui a évolué avec la technologie jusqu'à devenir en 3D. Il était en 2D d'abord, il était en 3D ensuite, avec tout plein d'animations. Et c'est ça qui a fait le succès. Les animations en masse. Deuxièmement, l'intelligence artificielle derrière le personnage, qui permettait d'établir un lien affectif avec l'enfant et de Oui. s'adapter à son niveau scolaire. Voilà, et ça a été le succès assuré pour Adi. Alors du coup, Adi, c'était le primaire et le collège, le primaire et le secondaire. Et l'éditeur a dit, bon ben, on va s'adresser aussi aux plus petits finalement. Et Adibou, le cousin d'Adi, est né. Et Adibou, on s'est beaucoup plus lâché en termes d'animation, de bavardage. Il parle beaucoup.
parce que c'est plus Oui. facile de faire des activités d'éveil que de coller au programme scolaire qui est déjà un petit peu plus réparatif. Mais nous, on a joué à fond l'interactivité, ce qui ne se faisait pas à l'époque dans les jeux des éditeurs de livres comme Nathan, Hachette, qui faisaient de la rencopie d'exercices du papier sur l'écran d'ordinateur. Alors que nous, on a rajouté cette dimension de l'interactivité. Voilà. Moi, je suis bavarde. Et toi, Eric, comment les idées te viennent? Comment est-ce que tu crées? Alors, ça dépend des projets et ça a pas mal évolué dans le temps. Euh, bon, je vais prendre l'exemple de Another World, par exemple. Donc, c'était... en fait, pour ce jeu, j'ai pas pensé à une histoire au départ. D'accord. Ça s'est déroulé, ça s'est déroulé en faisant le jeu. C'est-à-dire Ah que oui? oui, Tu écrivais au fur et à mesure. ouais, au fur et à mesure des niveaux. C'est-à-dire que j'ai d'abord réalisé l'intro. À la fin de l'intro, je voyais un peu plus loin. Enfin, je savais que je voulais envoyer Lester dans un autre univers. Et voilà, donc quand il se retrouve téléporté après cette expérience dans le cyclotron qui tourne pas bien, quoi. À cause de Ok, l'orage. je me dis, bah, je l'envoie où? Allez, je veux que ce soit vraiment un super extraterrestre, vraiment un truc auquel on s'attend pas. Bah, je le mets sous l'eau, paf. Donc sous l'eau, ok. Donc dans un bassin, hop, il sort de l'eau. Et là, je pense au paysage. Bah ouais, ok. Paysage désertique, je veux que ce soit vraiment un univers à part. Donc tiens, je vais mettre 2 lunes dans le ciel. Comme ça, je dis clairement aux joueurs que on est ailleurs. Et de fil en aiguille, bah voilà, j'ai rajouté des personnages, et sur ce premier niveau, je savais pas que dans le niveau suivant, il serait en prison. Donc j'ai vraiment écrit au fil des niveaux. Et donc Mais c'est une quand tu forme dis d'improvisation. écrit au fil des niveaux, c'est tu as Non, non, écrit au pas fil des écrit. niveaux ou Non, tu non, as non, non, vraiment fait écrit. le niveau, puis après. Ok. Donc tu as C'est écrit juste dans que le jeu en fait. écrire pour moi, c'est créer le jeu. Ok. C'est un peu. D'accord. Enfin, par exemple, quand on écrit un livre, on écrit directement. Finalement, on écrit directement dans ce qui sera lu. Donc du coup, Oui. pour le jeu vidéo, pour moi, l'écriture, c'est créer le jeu. Enfin, en tout cas, pour Another World, c'était vraiment ça. Parce que comme je m'occupais de tout, bah, j'avançais tous les chantiers en parallèle. À savoir que j'avais quand même commencé par le chantier technique, puisque j'avais absolument besoin de cette brique-là pour pouvoir construire tout le reste. Voilà. Et sinon, bah, sur les jeux précédents, j'avais une approche plus classique, de me dire, bah voilà, qu'est-ce que je vais raconter? Un jeu d'aventure, j'écrivais l'histoire, il y avait moins d'improvisation. Ensuite, sur Art of Darkness, ça a été davantage planifié, aussi bien au niveau du level design qu'au niveau de l'histoire. Et sur From Dust, là c'était plutôt un univers et sur la thématique euh, de la géologie, de la Terre, de la transmission du savoir et de la survie. Et donc il y a la narration, elle est venue supporter, on va dire, euh, l'évolution dans ces différents environnements où le joueur est fait face donc aux forces de la nature. Et pour Paper Beast, là, c'était davantage sur un mode où il y a plus d'improvisation, comme pour Another World, où ça s'est Comme pour déroulé Another One. progressivement. Mais il y a eu quand même un synopsis qui traçait dans les grandes lignes le déroulé de l'aventure. Ah bon, donc voilà, le curseur peut bouger selon les projets. En tout cas, c'est important de ne pas figer les choses trop tôt parce que quand on expérimente, quand on va tester des mécaniques, tout ça, c'est difficile de se dire, enfin, de bâtir toute une histoire en se disant que ça va marcher d'avance. Non, Oui. c'est pas gagné. Donc, il y a un intérêt à construire les choses progressivement. Mais là encore, ça dépend vraiment du style de jeu. On peut avoir des jeux où vraiment l'histoire est extrêmement centrale et c'est ça qui va compter. On va essayer
de coller le gameplay par rapport à ça. Enfin, il n'y a pas de règle absolue. Voilà, Tous les deux, En là, fait, vous avez l'air de vous rappeler. Ah, pardon, vas-y, dis-nous. non, j'allais dire, Eric, ton processus de création me fait penser à la façon de procéder de Pierre Gillode, qui lui est graphiste. Et il construit son monde, son univers exactement comme toi tu fais, avec le problème qu'il n'est pas programmeur. Donc, du coup, il a souvent été arrêté par la programmation parce Hmm. qu'il fallait découper les personnages en petits sprites parce que pour aller plus vite, etc. Euh, mais moi, j'ai collaboré avec lui sur 4 jeux d'ailleurs, Goblins 1, Goblins 2, Goblins 3 et Rudolph et le Schnibble d'Azimut. Et cet univers qui est complètement décalé, loufoque, qui rappelle un peu celui des Monty Python, il était complètement immergé dedans et je pense qu'il a été à l'origine de quelque chose d'assez original à l'époque. Ça se faisait pas trop dans le jeu vidéo, quoi, l'univers des Monty Python. Hmm. Et bon, et moi j'ai écrit les dialogues, j'ai adoré rédiger tous les textes de cet univers-là, qui était complètement différent. Voilà, je te laisse la parole, tu disais quelque chose. Oui, go. Oui, que vous avez l'air de, et ce que tu viens de dire conforte ce que je pensais, vous avez l'air de vous rappeler de tous les jeux que vous avez créés, vraiment comme si c'était hier. Est-ce que dans votre tête, vous avez encore tout le catalogue de tous les jeux que vous avez fait, ou est-ce qu'il y en a où vous dites, est-ce que c'est moi celui-là? Oui, c'est moi celui-là. Ah ouais, non, mais c'est extrêmement clair. Je fais même beaucoup de jeux, je sais même comment je les ai créés. Je sais que je me revois encore en train de déplacer un pixel à l'écran sur Auric pour tracer les petits sprites, l'éditeur que j'avais codé, le son de la cassette audio qui faisait un bruit épouvantable pour charger les programmes. Enfin, non, mais c'est très, très limpide. Ah, moi, je me souviens des solutions parce que pas mal de jeux étaient difficiles. Par exemple, je me souviens parfaitement de la solution de fascination sur l'orgue où il fallait jouer des notes. Et il y a encore, parce qu'il y a eu une époque de résurgence là de ces vieux jeux il y a 2, 3 ans, Mhm. parce que j'ai été soudainement contactée par plein de joueurs qui voulaient savoir quelle était la fin de Fascination, de Lost in Time, de Geisha et qui s'y sont mis à tout jouer et à publier de nouveau des solutions. Et bon, c'est peut-être ça qui m'a aidé à mémorer tout ça aussi. Hein, mais c'est vrai que je n'ai rien oublié de tout le parcours. Enfin, du côté scénaristique. Par contre, la programmation, bon, j'en étais très loin puisque je n'ai pas programmé moi-même ces jeux-là, en fait. Vous avez tous les deux un point commun, hormis le fait d'avoir créé des jeux ou d'avoir participé à la création de jeux qui sont aujourd'hui des monuments du paysage du monde du jeu vidéo. C'est que vous avez tous les deux pris du recul du milieu du jeu vidéo. Vous êtes tous les deux partis faire autre chose. Et finalement, vous avez tous les deux décidé que le jeu vidéo, il y avait un petit goût de reviens-y. Qu'est-ce qui a changé entre le moment avant que avant que vous soyez partis et aujourd'hui quand vous y revenez? Moi, je suis partie, j'ai quitté Cocktail Vision parce qu'il y a eu plein de bouleversements. Il y a eu des fusions et des rachats successifs et Cocktail Vision est devenu le tentaculaire Vivendi Universal. Donc, une grosse boîte. J'avais démarré avec une Oui. toute petite boîte, auteur dans une petite boîte et je me retrouvais finalement salarié au fil du temps dans une grosse boîte où on n'a plus la même mise sur les scénarios. Donc, où on a été même contraint, poussé dehors finalement. Et le studio a dû fermer. Donc, j'ai trouvé que c'était le moment de créer ma propre entreprise et de rentrer au pays. Et parce que j'avais été exilée entre guillemets pendant toutes ces années, Oui. j'avais envie de revoir un peu mon île et d'y vivre un petit peu quoi, puisque j'avais vécu beaucoup plus longtemps à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et quand je suis rentrée, bon, les conditions économiques sont beaucoup plus difficiles. Je me suis tout de suite sentie très isolée, en essayant de continuer à travailler avec les équipes là-bas, parce que les équipes étaient toujours en France. Et mon idée, c'était de faire du film d'animation. Et de faire du film d'animation et du jeu vidéo en même temps, avec le même D'accord. scénario, même univers, même personnage. Donc j'ai lancé ça. Mais alors, pour trouver un éditeur, ça a été la course aux éditeurs après avec un pilote. J'ai réussi à financer par le CNC le pilote. Donc, je suis partie avec le pilote sous le bras et j'ai essayé de le vendre. Et peine perdue, c'était ce qu'on appelle enfin l'effondrement de la bulle Internet, je crois qu'on dit ça comme ça. Et les petites boîtes avaient toutes fermé, les petits éditeurs avaient toutes fermé, les gros
sont restés, mais ne publiaient, n'éditaient que des valeurs sûres, quoi. Des gros Oui, pas de prise blockbusters, de risque. par exemple des Lara C'est, c'est- Croft, des choses comme ça, pas de prise de ouais, risque. c'était en quelle Vas-y, année, Eric. Muriel? Non, c'est juste une À question. 2000, C'était en quelle année? oui, oui, 2000, alors j'ai quitté 2003. C'était Ok. le début des années 2000. Voilà. Et donc, Euh, et je suis partie en Martinique à ce moment-là. Et j'ai Parce fait que tout à pour, fait autre chose. Enfin, vas-y, Eric. Je te non, coupe à je sais chaque fois. pas, je vais aller parler de mon expérience, mais si t'as pas fini, vas-y, je t'en prie. Non, c'est juste pour dire donc que ça n'a pas marché, le jeu que je voulais. Ah, du coup, il a fallu trouver un moyen de survivre en fait. Et je me suis Mhm. tournée vers la réalité virtuelle qui démarrait tout juste, c'est-à-dire la grande mode, c'était les villes en 3D ou alors des projets d'urbanisme. Du coup, je me suis fait une spécialité de ça, de réaliser des villes en 3D. Donc, j'ai appris un petit peu à travailler sur le système d'information géographique, le cadastre, comment est-ce qu'on fait pour élaborer toute une ville. Et j'ai fait pas mal de cœurs de ville comme ça aux Antilles, et puis des projets aussi pour montrer ce que ça allait être la rénovation d'un quartier, un immeuble à construire, à venir, Pour que les gens etc., puissent se etc. projeter. Voilà, pour que les gens puissent se projeter. Donc voilà, je me suis fait cette petite spécialité-là. Et puis, mais c'était pas assez créatif. Et je me suis rendu compte que finalement, la période où j'avais été la plus heureuse, c'était pas l'aérospatiale avec le système d'armes, c'était pas ça, la réalité virtuelle, mais le jeu vidéo. Donc, j'ai eu envie de revenir au jeu vidéo. Mais que de choses ont changé en 30 ans, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Exactement. Et toi, Eric? Alors, ben, en ce qui me concerne, ouais, je me suis éloigné, on va dire, du milieu du jeu vidéo, ben, à la fin des années, vers 99, 2000, parce que, euh, je venais Parce que juste de Muriel avait terminer quitté le monde du jeu vidéo et donc du Ouais, coup t'es c'est parti. ça. Parce que Puis, sans elle, ça valait pas la peine. Ouais. en plus, voilà, comme il Non, y c'est a l'inverse, comme il est parti avant moi, c'est moi qui n'ai pas supporté. euh, et du coup, ouais, après Art of Darkness, ça avait duré quand même, c'était un développement de 6 ans, donc ça a été assez épuisant. Ah Et oui. puis, j'avais enchaîné Waouh. Another World et Art of Darkness sans break ni rien, donc ça faisait, ouais, j'avais besoin de reprendre mon souffle. Et en plus, le milieu du jeu vidéo s'était transformé en industrie. Et les studios, il y a vraiment commencé à y avoir des gros studios, des gros éditeurs, ça commençait à être des grosses équipes. Tout devenait un peu plus compliqué, plus difficile. Enfin, en tout cas, j'ai pas. Au moment où j'ai décidé de prendre un break, tout ça, ça s'est vraiment cristallisé. On est arrivé sur le début des années 2000 où on sentait que c'était plus difficile c'était plus Créer le ses temps des propres auteurs, jeux. quoi, voilà. Et Voilà. Mais pour tous les deux, le début des années 2000, c'est un virage dans Ah l'industrie oui, complètement. tout mm. à fait. Et voilà, et donc Mm. bah, j'ai fait autre chose. J'ai voyagé, je suis allé sur des volcans actifs pour voir des Waouh. éruptions. Ouais. Et, euh, et puis voilà, de la photographie, de la peinture. Je fais un peu de code aussi, mais voilà, c'était juste parce que j'avais envie de coder des choses dans le domaine de l'audio. Et après, vers 2004, ça m'a retitillé. Je me suis dit, ah, en fait, c'est l'avènement d'Internet et l'arrivée des indés Ouais. vers 2004-2005. Je me rappelle plus, bon, il y a eu World of Goo, mais avant, je crois qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'il y avait eu avant? Enfin, il y a eu, voilà, il y a eu une amorce. Et puis j'ai eu une opportunité de travailler aussi avec Ubisoft, qui était intéressé pour travailler avec des auteurs externes. C'était un peu exceptionnel. C'est comme ça que je leur ai proposé euh, From Dust. Donc j'aurais proposé From Dust en 2006, mais j'avais déjà commencé à travailler sur le concept en 2005. Donc finalement, voilà, la reprise du jeu vidéo, c'est vers 2005 pour moi. Ah oui. Même si, mais bon, le temps de convaincre un éditeur, le temps que tout se mette en place, finalement, le jeu est sorti en 2010 ou 2011.
Je crois que c'est Mm. 2010. Puis finalement, après, Voilà. tu as d'ailleurs décidé d'arrêter et de 2011. repartir sur ton propre studio pour travailler Euh, toi comme tu Voilà. l'entends. Oui. Oui, oui. C'est ça. Là, finalement, j'ai décidé d'être indépendant aujourd'hui, donc d'avoir une indépendance totale et en faisant le choix de créer mon propre studio. Voilà. Depuis tout à l'heure, enfin, en vous écoutant, c'est impressionnant les points communs. Parce que, enfin, après, c'est peut-être moi qui tire des fils là où il n'y en a pas, mais Muriel fait son premier jeu, il y a un volcan dedans. Quand tu quittes le jeu vidéo, c'est pour aller photographier des volcans. Puis quand elle quitte le jeu vidéo, c'est pour faire de la réalité virtuelle. Toi, à la fin de Heart of Darkness, on avait quand même déjà de la 3D avec une fin avec les lunettes rouges et bleues. Et puis Paper Beast, on est sur de la Ça. réalité virtuelle. Il y a quand même beaucoup de recoupes. D'ailleurs, j'avais une question pour toi, Muriel. Donc, Mhm. à l'époque, c'était quel système de réalité virtuelle? Parce que Eh c'était bien, bien avant l'Oculus. c'était bien avant, oui, parce que c'était pas le système avec les lunettes. C'est-à-dire D'accord. qu'on n'était pas immergé dans des images comme on fait maintenant, mais on voyait à hauteur de piéton, quoi, si tu veux. Ah À oui, hauteur de c'était voiture de piéton, des on caves. voyait. C'est ce qu'on appelait les caves virtuelles, c'est-à-dire Des qu'il y avait des quoi? projections. Et, Non, même pas, c'est, même pas. C'est-à-dire que d'accord. tu défilais, tu faisais défiler le monde en question euh, à la caméra, avec une caméra à la première personne, tu vois, et à hauteur de D'accord. piéton. Ok. Donc tu pouvais rentrer, tourner à gauche, à droite, Ok, oui, comme oui, dans un oui, jeu d'accord. vidéo, mais à Ouais, ce qu'on l'intérieur d'un appelait projet les, d'urbanisme, ouais, par exemple. ce qu'on appelait les visites virtuelles Les de. visites Oui, oui, ok. virtuelles, voilà, on Voilà. appelait ça les visites virtuelles à l'époque, effectivement. D'ailleurs, j'ai participé au premier salon de la réalité virtuelle à Laval, où j'ai Mhm. présenté, oui, parce que j'ai reconstitué Saint-Pierre, dans cette ville fameuse ville qui a été détruite par le volcan. Je l'ai reconstituée telle qu'elle était avant. Donc ça c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait et qui n'a toujours pas été fait d'ailleurs, que j'essaye de vendre entre guillemets pour montrer que ce serait vachement chouette de pouvoir reconstituer cette ville et de pouvoir s'y balader avec ou Ah, sans ce serait lunettes d'ailleurs, intéressant. comme si on y était à hauteur de piéton. Mais Mhm. je ne perds pas l'espoir parce que c'est le décor de mon prochain jeu, de mon futur jeu. Eh, Il y a peut-être des choses qu'on devrait faire ensemble, Eric, si tu as la maîtrise de la technologie et ça peut peut-être s'arranger, je sais pas. On en parlera Euh, si tu veux. Ben, on est... ouais, je sais, Pardon, vas-y. c'est vrai que Dis-moi, Eric. enfin, en plus l'île, enfin la Martinique, enfin il y a enfin c'est fascinant quoi, ce volcan, ce qui s'est passé. Ouais. En plus, pour des C'est- raisons politiques, hein, il devait y avoir des élections législatives le matin du 8 mai. Mais le volcan donnait déjà des signes de réveil, hein, Hmm. depuis Ouais, même depuis presque un mois, même plusieurs depuis semaines. le mois Ouais, c'est d'avant, le ça. mois d'avril. Il y avait eu des pluies de cendres, Oui, il y avec avait cette même aiguille une coulée de une boue aiguille qui aussi qui avait, oui, l'aiguille qui s'est formée, une coulée de boue qui avait ravagé toute une usine et avait fait quelques victimes déjà. Et D'accord. le gouverneur est venu de Fort-de-France pour rassurer la population et leur dire que c'était pas la peine de s'alarmer, qu'ils avaient envoyé des spécialistes regarder le cratère et qu'il n'y avait pas lieu de s'affoler, que s'il y avait éruption, ça allait s'écouler vers la mer, mais pas du tout vers la ville. Et puis, donc, il est monté la veille ou l'avant-veille avec sa femme, femme et enfant, je crois. Il a péri là, d'ailleurs, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, finalement, les nuits, c'était pas une coulée de lave, mais des une nuit nuées ardente, ardentes. ouais. C'est-à-dire qu'il y a Une eu nuit une ardente. explosion, voilà, une explosion, et tout est retombé sous forme de En rochers fait, ouais, c'est des, et de cendres sur la population. Voilà. c'est ça. Oui, avec c'est- ouais, si tu t'y connais en volcan, ouais, ouais, en fait, tu dois c'est savoir ce qu'on ça. appelle une coulée pyroclastique. Et en fait, c'est quand les gaz, enfin, quand la pression lâche, en Oui, fait, il y a tout qui part d'un voilà, coup et exactement. en fait, c'est une avalanche de blocs de cendres et je sais pas à quelle Voilà. température c'est, mais Et c'est mais c'est plusieurs surtout centaines de une degrés. élévation de la température de Ouais. pas mal de degrés, ce qui fait que les gens en suffoquent. C'est-à-dire qu'en Mm. respirant, Oui, ils il en se meurent brûle tout de l'intérieur. suite parce qu'ils se brûlent à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça que ça. Plus l'onde de choc. Il y a une onde de choc aussi qui a précédé la Et pluie puis, de cendres et
qui a fait exploser quelques corps humains. Bon, c'est dramatique d'en parler comme ça, mais c'est ce qui s'est passé, quoi. Et tout ça pour des raisons politiques, finalement, parce qu'ils ont maintenu la population sur place au lieu de l'évacuer. Parce qu'il y avait avant ces élections. Parce qu'ils devaient voter. Voilà. Ils devaient voter, ouais. On va peut-être revenir à quelque chose d'un petit peu plus joyeux, avec la bourse, justement, pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est-à-dire pouvoir permettre à des jeunes qui n'auraient pas la chance, sans votre présence et sans votre générosité, à vous tous, de pouvoir faire des études dans le monde du jeu vidéo. Tous les deux, au final, vous avez été autodidactes quand il s'agit du jeu vidéo en lui-même. Aucun de vous deux avait fait des études là-dedans. On a perdu Muriel, mais je pense que Doug, le génie de la technique, va être parfait, elle est de retour. Non, c'est moi qui ai cliqué sur un truc... Donc, on est là pour justement aider des jeunes à pouvoir se lancer dans le milieu du jeu vidéo. Tous les deux qui avaient connu l'industrie à l'époque, qui connaissaient l'industrie aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez à dire à des jeunes qui voudraient se lancer dans le monde du jeu vidéo, que ce soit qui arrivent sur le marché du travail ou qui voudraient se lancer dans des études de jeux vidéo? Alors, moi, j'ai un conseil à donner aux filles parce que ça fait longtemps que je milite dans les collèges et lycées pour inciter les jeunes filles à aller vers des carrières scientifiques et techniques. Alors, elles sont pas forcément attirées par le jeu vidéo, mais je leur dis que ces métiers manquent de femmes. Notamment, c'est vrai, Eric, tu disais tout à l'heure que c'était pas forcément le plus... Il n'y a pas que ça. Vers le codage, parce que je connais très peu de filles qui codent, très peu de filles programmeuses, et je pense qu'elles auraient tout à fait leur place dans ce domaine-là. Donc, des études, alors, je ne sais plus, j'ai perdu un petit peu de vue les formations, parce que moi, j'ai fait ma formation sur le tas. Je sais qu'il y a aujourd'hui des écoles qui forment au game design, peut-être à la programmation, je ne sais pas, peut-être Eric, tu sais. Vas-y, alors. Ouais, bah en fait, bon, bah moi je suis pas dans le circuit scolaire du jeu vidéo, mais on peut être formé sur tous les corps de métier. Mais ouais, moi ce que je voudrais dire, c'est que avant même d'aller dans une école, déjà par soi-même, il y a des tas de ressources qui existent sur le net pour commencer à coder. Et même si c'est très simple, c'est parce que c'est vraiment en faisant qu'on apprend on peut prendre, voilà, il y a plusieurs moteurs qui existent, il y a des tutos sur la programmation, sur la modélisation, enfin on peut trouver vraiment énormément de choses. Et puis voilà, créer des petits projets, participer à des game jams. Les game jams, c'est super formateur aussi. Tout à fait. Donc ça, c'est voilà en c'est aussi apprendre le travail en équipe, la game jam, puisqu'on forme des équipes complémentaires et on apprend à travailler ensemble. Ce qu'on ne sait pas au départ, je suis contactée beaucoup par des jeunes, justement qui avaient 15 ans, comme toi quand tu as commencé, Eric, et qui me dit, dont les parents d'ailleurs me disent, mon fils, ma fille veulent aller surtout mon fils, veulent aller dans le jeu vidéo, comment faire, etc. Et donc la première chose que je fais avec ces personnes, ces jeunes gens, c'est que j'essaye de repérer vers quoi ils sont attirés. Est-ce que c'est plutôt de la programmation? Est-ce que c'est plutôt du graphisme? Est-ce que c'est plutôt de la conception? Donc déjà leur faire découvrir ce pourquoi ils sont attirés, voilà, ce par quoi ils sont attirés, surtout eux dans le jeu, parce qu'ils ne savent pas, ils se disent bon, le jeu c'est une montagne, c'est très compliqué, comment on fait pour y entrer? Et effectivement, c'est maintenant très bien compartimenté. Quand on est un bon graphiste, on peut même, c'est aussi très compartimenté à l'intérieur d'une même technique. Dans le graphisme, on peut faire de l'animation, des décors, des effets spéciaux. Il y a tout un tas de domaines. Et pareil, certainement pour la programmation aussi, parce que différents moteurs existent, etc. Et on peut effectivement s'entraîner à la base. Alors par contre, si on a envie plutôt d'écrire des histoires, moi je conseillerais plutôt d'aller essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette histoire, comment c'est fait. Et pour ça, beaucoup peut-être de regarder des démos, des let's play sur tout un tas de jeux qui sont sortis, comment on y joue, qu'est-ce qui fait le plaisir de jouer, le gameplay, déconstruire un petit peu tout ça pour pouvoir écrire sa propre histoire après.
Pour son comprendre les propre blocs, en fait. pour comprendre, ouais, comment ça marche. Est-ce qu'il y a besoin d'être joueur? D'ailleurs, est-ce que tous les deux, vous êtes joueurs? Oui, oui, oui. Parce que je me suis toujours demandé si on pouvait créer un bon jeu vidéo sans jouer aux jeux vidéo. Moi, je pense que oui, mais en passant par ce que je dis, c'est-à-dire en déconstruisant des jeux qui existent déjà, sans y jouer forcément, mais en les décortiquant. Alors, pour répondre à ta question, oui, je suis une joueuse, mais j'ai démarré très, très jeune par les jeux de plateau, hein, les jeux de cartes Ouais. aussi, les jeux de dés, les jeux classiques, hein, d'abord les dames, les échecs, puis Cluedo, Monopoly, tout ça. Et donc, par contre, j'étais plutôt attirée par l'organisation de ces jeux, les règles du jeu. Les mots croisés, par exemple, j'étais plus verbicruciste que cruciverbiste. J'aimais plutôt créer des grilles de mots croisés que les faire. Donc, je pense qu'il faut avoir aussi ce côté d'analyse, en plus d'aimer jouer. Mais ça suffit pas d'aimer jouer. Je pense qu'il faut aussi savoir analyser le jeu auquel on joue. C'est ce que disait Laurent tout à l'heure, être joueur et aimer les jeux vidéo, c'est pas pour autant qu'on ferait travailler dans les jeux vidéo, c'est fait pour nous, quoi. Tout à fait. Il y a des gens qui s'imaginent que être dans l'industrie du jeu vidéo, c'est jouer. Il y en a beaucoup qui jouent, qui sont des streamers, mais c'est pas ça le métier du jeu vidéo. Si on veut vraiment concevoir, il faut être de l'autre côté de l'écran. Et oui, il y a toute une logique qui vient structurer le jeu. Et en fait, le cœur du jeu, ce sont les règles et c'est le code qui va donc déterminer les interactions par rapport aux différentes activités du joueur ou des entités qui composent le monde. Donc c'est ouais, pour moi, jouer, c'est super important de jouer au jeu et avoir un regard. Faut à la fois se laisser prendre par le jeu, mais on peut avoir un regard aussi. Mais voilà, mais comment c'est fait? Mais pourquoi déjà, tiens, par exemple, un personnage, je le manipule. Pourquoi c'est aussi fluide de le manipuler? Pourquoi c'est aussi agréable? Pourquoi sur ce jeu-là, c'est frustrant? Et donc. Faut prendre un certain recul sur ce qu'on fait et prendre du recul. Quand je dis sur ce qu'on fait, c'est à la fois sur ce qui est fait et sur ce qu'on fait quand on crée un jeu aussi. Prendre le recul pour se dire bah voilà, mais ok, moi je connais le jeu par cœur, mais quelqu'un d'autre qui ne le connaîtrait pas, est-ce que On ne le connaît pas. Ouais. ça va lui parler? Est-ce que c'est pas trop compliqué, ou illisible, voilà. Mais ouais, en tout cas, il y a toujours autant d'excellents jeux qui sortent, donc ça c'est cool. Vous arrivez encore à jouer à des jeux vidéo de façon normale, juste en tant que joueur, ou est-ce que, comme par exemple, j'ai des amis qui sont en études de cinéma qui peuvent plus regarder un film sans se dire genre là le panneau c'est pas génial, là et à tout décortiquer comme un professionnel en fait, et à se dire genre ah là la transition elle est pas mal parce que il a réussi à faire ça, etc. Est-ce que vous jouez encore vraiment comme n'importe quel joueur pourrait jouer en fait? Alors, ce que tu dis du cinéma, je le ressens vraiment en permanence. Je regarde comment c'est fait, comment c'est tourné. Oui, c'est sûr. Et le jeu, c'est pareil. J'arrive pas à me laisser prendre de la même façon. J'ai toujours envie de décortiquer, d'analyser. Ouais. En fait, pour moi, ça dépend des jeux. Il y a des jeux, où vraiment sur lesquels je lâche prise, c'est-à-dire que quand je commence à être emporté, je me laisse aller complètement à jouer, mais c'est vrai qu'il y a toujours des moments où ah mais ils ont fait ça, tiens comment ils l'ont fait, etc. Mais ça dépend des jeux. Par exemple Limbo auquel j'avais joué il y a quelques années, bon là j'avais été vraiment embarqué du début jusqu'à la fin. Mais bon, il y a eu des passages, ah ouais, oh là là, la physique qu'ils ont développée, là, c'est terrible. Évidemment, on ne peut pas s'en empêcher. On arrive à la fin de notre heure ensemble. Est-ce que vous avez un mot de la fin, que ce soit pour les étudiants qui nous regardent, les étudiants qui sont en ce moment même en train de développer des jeux pendant la Game Jam, ou plus généralement un mot de la fin tout simple? Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est s'il y a des équipes mixtes. Est-ce qu'il y a des équipes hommes-femmes?
Est-ce qu'il y a des femmes qui Oui. sont dans ces équipes et est-ce qu'il y a des codeuses? Alors, je sais Je pas le sais pas, rôle de chacun, peut-être. mais des équipes mixtes, oui. D'accord, d'accord. Ouais, c'est bien, c'est déjà bien. Ben, mon mot de la fin, c'est allez les filles, hein. Allez. Bah, ouais, bon mot, ça serait ouais, en game jam, puis plus généralement, enfin, restez simple dans ce que vous faites. On peut exprimer déjà beaucoup de choses, surtout quand le temps imparti est vraiment court. Et, euh, et puis, bah, on croit en vous et il y a des idées géniales qui sortent pendant les Game Jam. Il y a même des jeux qui finissent par se concrétiser à partir de projets de Game Jam. Donc, euh, donc, ouais, allez-y. Je suis sûr que ça va être une géniale expérience pour tout le monde. Bah, Voilà. merci Et beaucoup à voilà. tous les... Ah, pardon, vas-y, dis-moi, Non, dis-nous. non, 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 mais justement, je t'en prie. Bah, je voulais déjà vous remercier tous les deux d'être venus. Merci d'avoir partagé un petit bout de votre histoire. Parce que honnêtement, je pense qu'on rajoute 1 heure d'interview et on n'a pas fait le tour. Et donc, C'est sûr. si jamais Loisirs Numériques voulait organiser un round 2 un petit peu plus long, Michael, je suis dans le coin si tu as besoin. Si jamais vous avez envie, ce serait avec grand plaisir. Donc merci beaucoup d'être venu avec nous et d'avoir partagé un petit peu de votre expérience. Et puis à très bien. Est-ce que vous pouvez peut-être juste nous dire un mot sur vos futurs projets, sur Oui, ce quoi on pourrait vous retrouver après? je voulais remercier aussi, saluer au passage Michael, Jeanne et Cédric. Et puis, oui, mon prochain jeu qui s'appelle Remembrance, il va être sur le souvenir justement de cette période Mhm. de l'histoire des Antilles autour des années 1900, avant et après 1900. Voilà, historique et culturel. Là, pour l'instant, là, j'ai pas de projet bien défini. Bien défini. C'était déjà Paper Beast vient d'être terminé, donc là, faut que Tu vas je ne souffler. sais pas encore. Ouais, pas un petit peu, mais pas trop. Mais voilà. Et donc, bah, en tout cas, j'ai été vraiment super ravi d'être là avec vous et voilà. Et puis, un grand merci à toute l'équipe. Et puis, bah, j'espère que le, euh, le soutien du public pour l'association va continuer. Et voilà. Allez, J'espère aussi, parce que comme Ouais. tu c'est le dis, vraiment je le important ce que vous répète, faites. voilà, ouais. On est vraiment là pour soutenir des étudiants, pour pouvoir aider des étudiants qui n'auraient pas la chance de se lancer dans le monde du jeu vidéo. Et qui sait, potentiellement, l'un des étudiants qui profite d'une de ces bourses, bah, est le futur Eric Chahi ou ou la future Muriel Travis. Donc, c'est important qu'il y ait un maximum de bourses, qu'il y ait un maximum de fonds pour qu'on puisse justement soutenir un maximum d'étudiants. Donc, on compte vraiment sur vous. Peu importe le montant des dons, 1 euro, c'est déjà génialissime. Et en plus de ça, on vous rappelle tous les 10 € que vous donnez, vous avez un ticket de tombola qui vous permet d'avoir une chance de remporter des jeux qui vous sont offerts tout au long de la soirée. Et en ce moment, c'est Street of Rage 4 qui vous est offert. Je vous dis encore une fois un énorme merci. Je pense qu'on va lancer une micro-coupure le temps qu'on se retrouve immédiatement avec Michael. Et donc, du coup, je vous dis à tout de suite. Et encore merci beaucoup à tous les deux. Merci, Merci. merci de nous avoir donné l'occasion de nous rencontrer. Et oui. Bye. Au revoir. Au revoir.